record on this computer. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, salam alaikum. Je vais partager avec vous cette conférence. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Si quelqu'un peut me faire un petit pouce pour me dire si vous voyez bien l'écran avec le flyer. Parce que normalement, c'est ce que vous êtes censé voir. Et je vais aller dans ma conférence. Donc, c'est celle-ci en français. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être là. Et pourquoi je voulais faire cette conférence sur le jeûne? On va parler du jeûne en général et on parlera du ramadan après. Cette conférence sur le jeûne, c'est parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi sur le jeûne. Beaucoup de gens pensent que ça a plein de vertus et ça en a, on va les voir, mais ce n'est pas anodin non plus et ce n'est pas la méthode infaillible pour, par exemple, perdre du poids ou pour être forcément en bonne santé. Ce n'est pas forcément adapté à tout le monde, en particulier tout ce qui est jeûne intermittent et les jeûnes très prolongés. C'est vraiment ce que je voulais, parce qu'à chaque fois que je répondais aux gens, je répondais toujours de manière individuelle et je me voyais en train de répéter souvent la même chose et je me suis dit, tant qu'à faire, autant en faire une vraie vidéo et quand les gens commencent à me poser la question, je pourrais à la limite même envoyer le replay de la vidéo et que ce soit fait de manière un peu plus formelle. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le cadre et je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout une spécialiste de la technologie et ce genre de choses. Donc, j'apprends en même temps que je fais. Et donc, voilà, s'il y a des cafouillages, des choses comme ça, pardonnez-moi. Et s'il y a des... En tout cas, je suis ouverte à tous vos commentaires ou si vous avez des choses que vous voulez me dire sur comment l'arranger la prochaine fois, qu'est-ce qu'il y avait qui allait pas ou qui allait bien, etc. Je veux bien vos retours. J'ai mis en muet absolument tout le monde pour que quand des personnes vont arriver et que j'accepterai automatiquement au fur et à mesure les gens, on n'entende pas ce qui se passe chez eux. Si vous avez des questions, essayez de les noter et il y aura des moments où effectivement je démuterai les micros et on pourra avoir une conversation. Et voilà. Et aussi, vous pouvez, si vraiment c'est très urgent, lever la main et normalement je vois lever la main ou mettre dans le chat. Je dois pouvoir voir le chat en même temps que je fais la présentation. Donc là, vous voyez mes slides et je vais les mettre en mode à ce que vous voyez que le slide pour que ce soit plus joli. Ma souris me fait des tours. Elle ne veut pas aller dans... Elle est où ma souris? Alors là, j'ai vraiment l'impression de jouer avec au chat et à la souris avec ma souris, justement. Oh, elle est où? Elle est là. Alors, là, voilà. On va y arriver. Donc, oui, j'avais prévu même le slide pour enregistrer au cas où j'oublie, parce que j'en aurais été capable, mais c'est bon. Donc, je suis en train d'enregistrer. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Pourquoi tu as pris le temps de t'inscrire dans cette conférence? Alors, moi, ce que je vous demande, c'est de prendre quelques minutes pour mettre votre téléphone en silencieux. Je sais que dans les réunions, on dit toujours d'éteindre votre téléphone, mais soyons réalistes, personne n'éteint jamais son téléphone. Donc, je ne vous demande pas de l'éteindre, mais mettez-le en silencieux et de côté pour être complètement présent dans la conférence. Prenez un papier et un crayon, il y a peut-être des choses que vous allez vouloir noter et videz votre esprit dans le sens où soyez ouvert. Ne vous dites pas je sais ça ou je veux savoir ça, etc. N'ayez aucun a priori sur ce que vous allez recevoir aujourd'hui et prenez le meilleur de ce qu'il y a à prendre. Et surtout, sois présent parce que quand on est présent qu'à moitié, on récolte que la moitié des informations. Donc, je me présente, je m'appelle Amina Karine Kermouche, donc Karine, c'est mon prénom français, Amina, c'est le prénom que j'ai pris quand je me suis convertie à l'islam en 1995. Je ne raconterai pas ici l'histoire de ma conversion, mais par contre, je vais raconter un petit peu plus tard l'histoire de comment j'ai vécu mes ramadans, en fait. Et je vais partager mon histoire et comment j'ai découvert l'impact que la nutrition pouvait avoir sur le moral, la santé et le poids en général. Donc, je vais le mettre en plus petit. Voilà. Alors, où est-ce que tout ça, ça a commencé? Avant que je parle de moi, je voudrais parler d'abord de mon fils que vous voyez sur l'écran et de ma maman. En fait, c'est mon fils qui a commencé à se remettre en forme le premier. Donc, moi, j'habite en Angleterre depuis 2010.
avec mon mari et mes 4 enfants qui ont entre 4 et 10 ans. Quand je suis venue en Angleterre, mon fils ne m'a pas suivi. Il avait 16 ans, il préférait finir son bac, etc. Donc, il est resté en France. Pendant les 10 ans où j'étais là, ce que je n'ai pas suivi, on va dire, dans sa vie, c'est qu'en fait, il a pris énormément de poids et il en a perdu énormément. Comme vous voyez sur la photo, il a perdu en fait 26 kilos de graisse. Il a ensuite repris 8 kilos de muscle. Et quand il a commencé à avoir vraiment ses bons résultats, son coach à Lyon, on a plusieurs clubs de nutrition et de bien-être à Lyon, son coach lui a dit pourquoi tu ne rejoins pas l'équipe et aide les gens à se remettre en forme. Mon fils, je dirais même pas c'est un timide. Timide, c'est gentil pour lui. Je dirais plus même c'était un sauvage. Quand j'avais des copines qui venaient à la maison, c'est à peine s'il osait répondre au bonjour. Donc vraiment, il se disait non, moi, parler avec les gens, ce ne sera pas possible. Mais quand on a ce genre de résultats, il n'y a pas besoin de parler aux gens. Les gens viennent nous parler. Donc, les gens lui parlaient et lui demandaient ce qu'il avait fait. Il n'osait pas trop expliquer ou parler. Donc, il prenait les numéros de téléphone ou il filait directement les numéros de téléphone à son coach. Et au bout d'un moment, son coach lui a dit écoute, tu te rappelles tous les gens que tu m'envoies là, maintenant, il y en a pas mal qui ont démarré un programme avec nous. Tu as 2 options. Soit je t'apprends à les coacher avec moi et donc, ça te fera de l'argent toi aussi, soit je continue à les coacher tout seul et je garde tout. Et là, mon fils s'est dit, attends, ça vaut peut-être le coup que je sorte de ma zone de confort et que j'apprenne à coacher. Et ça n'a pas l'air très compliqué, parce que si moi je l'ai fait, c'est que je peux ensuite enseigner aux autres à comment le faire. Entre-temps, en plus, il avait aidé ma mère, que vous voyez au milieu. Moi, je n'ai jamais vu les yeux de ma mère grand ouverts de toute ma vie. Donc là, elle a 4 ans de plus, en fait. Les 2 photos ont 4 ans d'écart. Donc oui, sur les cheveux, on voit qu'elle est en train de prendre de l'âge. Mais sur le visage, elle est plutôt en train de faire marche arrière. Et c'est pour moi une très bonne nouvelle, même au niveau énergie, etc. Elle a commencé son programme à 68 ans. Elle a été obèse toute sa vie, comme quoi c'est jamais trop tard pour commencer. Et malgré qu'on ait été en surpoids toute sa vie, c'est pas impossible de perdre quand même. Et jusqu'à maintenant, elle a perdu 24 kilos au total. Et la dernière personne, c'est moi. Et quand mon fils a commencé à me parler à moi de son business, et en fait, il voulait me recruter dans son équipe de coach, mais moi, je lui ai dit, écoute, j'ai pas le temps, j'ai 4 enfants. La dernière, elle avait que 5 mois. Et en plus de ça, j'ai déjà 2 business, je crée des sites internet et j'étais en train de créer une gamme de produits aux huiles essentielles, baume à lèvres et sérum, choses comme ça. Donc, je lui ai dit, j'ai pas du tout le temps. Après, il m'a parlé du côté nutrition. Nutrition, ça ne m'intéressait pas non plus parce que je pensais que j'étais en bonne santé, parce que je faisais 68 kilos pour 1,70 m, donc je croyais que c'était bien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quand on a des petits os et des petits muscles, c'est 1,70 m, c'est pas 70 kilos qu'il faut faire, c'est plutôt 60. Et ça, je ne le savais pas. Mais la même semaine de cet appel avec mon fils, toutes mes amies dans la rue me disaient « Oh, machallah, c'est pour quand le bébé ?» Parce que oui, effectivement, on voit sur la photo, j'ai l'air un peu enceinte, alors que je ne l'étais pas. La petite avait déjà 5 mois dehors, et pas 5 mois dedans. Et en plus, j'avais déjà perdu mon ventre. On pourrait se dire, bon, elle a eu 4 enfants après 36 ans, c'est un peu normal, il reste du ventre. En fait, il ne me restait rien du tout. J'étais en train de reprendre, et c'est là que j'ai appelé mon fils et je lui ai dit, écoute, là, il faut que tu m'aides à me remettre en forme, ça ne va pas du tout, tout le monde croit que je suis enceinte. Et ce qui s'est passé, c'est que les 2-3 premiers jours que mon fils me coach sur mes assiettes, me réponde à toutes mes questions, etc., ça m'a tellement changé ma vie dans le sens où j'avais plus de fringales, plus de coups de pompe, j'étais plus irritable, des sautes d'humeur comme pas possible. Tout ça, c'était parti. Et une énergie comme pas possible. J'ai commencé à en parler autour de moi, mais en fait, je ne coachais pas les gens, je partageais les secrets de mon fils. En fait, c'est ce que je faisais. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré une amie qui a des soucis de santé. Je n'étais pas trop sûre de comment la conseiller. C'est là que j'ai appelé mon fils. Et c'est là qu'il m'a un peu engueulée en me disant, mais excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que mon business ne t'intéressait pas, mais en fait, tu es en train de le faire en bénévole. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, si je pouvais continuer à le faire, parce que j'adore ça, et en plus être payé, ce serait super. Et c'est comme ça que mon histoire a un petit peu démarré. Avant de parler du jeûne, comme on va parler du ramadan et que le public aujourd'hui va, je pense, quasiment 100% être musulman, je voulais quand même faire un petit rappel sur le fait qu'en tant que musulman, on a beaucoup de versets et de hadiths qui se rapportent à la nutrition, à la nourriture, etc. Et que notre corps a des devoirs sur nous et on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut. Alors, je tiens tout de suite à dire, je ne suis pas du tout une savante, je n'ai pas non plus les tafsirs de tous les versets, etc. C'est vraiment une approche juste moi, en tant que musulmane, ce que je vous partage mon histoire un petit peu à moi, mais je ne suis pas là pour vous donner des cours de jurisprudence ou ce genre de choses, c'est pas mon travail en fait. Je veux juste vous rappeler certains versets qui m'ont moi personnellement beaucoup aidé quand j'avais des tendances à avoir des excès sur du chocolat ou des choses comme ça.
ce genre de verset me revenait dans la tête ou ce genre de hadith et ça m'a aidé à beaucoup me contrôler. Donc, si ça peut aider d'autres, bah, tant mieux. Il y a le premier verset qui dit « Oh, les croyants, mangez les nourritures licites », mais en fait, quand on dit licite, le mot en arabe, c'est taïban. Taïban, c'est licite, mais c'est aussi saine, hein. Ça veut aussi dire saine, que nous vous avons attribué. Et remerciez Allah, c'est lui que vous adorez. Il y a un autre verset qui dit mangez des bonnes choses, donc c'est encore le même mot, hein, taïban, que nous vous avons attribué et ne vous montrez pas ingrat. Sinon ma colère s'abattra sur vous et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Et ne vous montrez pas ingrat, j'aurais même dû le passer en rouge parce qu'en fait on l'est souvent. Oh c'est trop salé, oh c'est pas bon, oh il n'y a pas assez à manger, oh ils n'ont pas beaucoup de choix. On est toujours en train de se plaindre et on ne se dit pas mais j'ai déjà quelque chose dans mon assiette, il y en a quand même pas ce luxe-là. J'ai quand même on a accès, la plupart d'entre nous, à des variétés de nourriture que beaucoup n'ont pas. Donc, il faut qu'on redescende un petit peu et déjà remercier pour déjà ce qu'on a. Après, si on peut arranger, tant mieux, mais ne pas se montrer ingrat, parce que se montrer ingrat, c'est faire plaisir à Shaitan qui a juré à Allah qui va nous rendre ingrats. Et c'est assez bien réussi, parce qu'on est quand même pas mal sur ce coup-là. Un autre verset. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Alors, ce verset, pour moi, est très important pour différentes choses. Déjà, à la base, je ne suis pas une jeûneuse du tout, on va en parler un peu plus tard. Mais quand on nous dit de manger quasiment aux heures des salades, ça veut un petit peu dire manger 5 fois par jour, c'est ce que je fais maintenant. Donc, ça m'a rassurée dans le fait de manger souvent, c'est bien. Et quand on se rappelle que Allah lui-même, dans le Coran, nous dit qu'il n'aime pas ceux qui commettent des excès, quand vous êtes en train de vous enfiler vos 5 barres de Mars, alors je dis vous, mais ça parle de, c'est moi, hein, les 5 barres de Mars, c'est moi. Quand j'allais faire des courses, j'achetais des Mars en me disant je vais en manger un. En fait, quand j'en mangeais un, j'enchaînais le deuxième, le troisième, le quatrième, et j'arrivais devant chez moi, je jetais les 5 paquets, l'emballage complet et les 5 à la poubelle. Mon mari ne savait même pas que, voilà, dans mes courses, j'avais acheté 5 barres de Mars. Après, bien sûr, j'étais toute barbouillée, pas bien, et du coup, hyper irritable. Et donc, sur le coup, plein d'énergie, parce que c'est plein de sucre, mais une heure après, un gros coup de barre. Et ce genre de choses, c'est ce qui déclenche après, à long terme, tout ce qui est diabète et choses comme ça. Donc, quand vous commencez à manger un peu trop de quelque chose que vous ne devriez pas manger, rappelez-vous de ce verset. Ah, est-ce que je ne suis pas en train de passer dans les excès? Et si vous passez dans l'excès, vous faites partie de ceux que Allah n'aime pas. Donc, est-ce que j'ai envie de faire partie de ceux que Allah n'aime pas? En général, ça calme. Moi, c'est un des versets qui me calme le plus. Un autre verset dans Surat Ar-Rahman, et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance afin que vous ne transgressiez pas la balance, donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la peser. Alors, en français, il y a deux mots différents, il y a balance et peser, mais le mot en arabe, il est 3 fois le même, le mizan. Et le mot équilibre, ça revient tout le temps, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans nos adorations, etc. Allah nous a toujours demandé de ne pas aller dans les extrêmes. Et quand on reste dans l'équilibre, c'est vraiment et c'est pareil pour le couple, c'est pareil avec les enfants. L'équilibre, c'est vraiment ce qui rend heureux, en fait. Un autre verset que je voulais partager, c'est lui qui a créé les jardins tréagés et non tréagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-en les droits le jour de la récolte et ne gaspillez point car il n'aime pas les gaspilleurs. Encore une autre catégorie de gens que Allah n'aime pas, c'est les gaspilleurs. Et on tombe très facilement dedans. Combien de fois on se sert au restaurant, des fois même c'est des buffets, quand on est servi, c'est vrai qu'on ne choisit pas forcément la quantité, mais quand c'est des buffets et que je vois des gens se servir comme pas possible et que les 3/4, la moitié de l'assiette part à la poubelle, ça fait vraiment mal au cœur et on n'a pas du tout envie d'être dans des catégories de gens que Allah n'aime pas. Donc, c'est quelque chose qui nous aide aussi au quotidien. Un autre verset, une preuve pour eux est la terre morte à laquelle nous redonnons la vie et d'où nous faisons sortir les grains dont ils mangent. Pourquoi j'ai partagé ce verset? C'est parce qu'on parle beaucoup des grains et beaucoup de gens sont en train de partir dans une autre extrême, qui est les régimes keto, ils enlèvent complètement tout ce qui est féculent, donc tout ce qui est céréales, et donc grains. Et alors, c'est peut-être simple d'esprit, mais moi, je me dis toujours que si les grains et les féculents étaient si mauvais que ça, on ne parlerait pas autant dans la Bible, dans le Coran, de le pain quotidien. Quand Moussa a traversé le désert, Allah il lui a descendu les mannes et la caille,
qui sont donc des petits poulets, les cailles, c'est des petits poulets, mais la manne, c'était une céréale, donc c'était pour faire du pain. Donc, si vraiment c'était si mauvais que ça, ils ne nous auraient pas donné tout ça. Après, c'est vrai que le problème des féculents d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont très modifiés, et c'est pour ça qu'on a énormément de gens maintenant allergiques au gluten, parce que c'est un concentré. En fait, notre petite tranche de pain, elle a l'équivalent en gluten de peut-être 3-4 baguettes de nos grands-parents, et c'est normal qu'on devienne intolérant à tout ça. Ensuite, un autre verset, et certainement il y a une leçon pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, donc un produit, et extrait des excréments, une nourriture digestible et du sang, un lait pur pour les buveurs. Un autre verset, puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Là, on parle du miel, en fait. Quand on parle du ventre et de la liqueur, ce verset-là se rapporte au miel et celui d'avant, ça se rapportait au lait. Après, ce sont des hadiths que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas partir dans les chaînes de transmission, qui l'a rapporté, etc., parce que ce n'est pas du tout mon domaine et ce n'est pas du tout mon niveau de compétences. Je voulais simplement partager ces hadiths qui, moi, encore une fois, m'ont aidé à être un peu plus sérieuse avec ma nourriture, parce que je commettais quand même pas mal d'excès. Alors, je vais enlever ma barre ici qui me gêne un petit peu. Alors, le premier, l'homme ne peut faire un acte pire. Alors, ce qu'il faut savoir, celui-là, c'est que c'est le prophète sallam qui a dit ça. Hein. L'homme ne peut faire un acte pire que de remplir son ventre. En fait, il lui suffit de quelques bouchées pour le maintenir debout. S'il ne peut pas s'en contenter, qu'il affecte le tiers de son estomac au manger, un autre tiers à la boisson, l'autre tiers à l'air. Donc, ce hadith, il est très connu, on le connaît tous, mais est-ce qu'on l'applique? Je ne suis pas sûre. Je suis plus sûre, j'ai l'impression qu'on fait 4-5 tiers de nourriture et que du coup, il ne reste plus de place ni pour l'eau, ni pour l'air, ni pour rien du tout. Donc, ça, un autre rappel à l'équilibre un petit peu. Un autre verset qui m'aide, un autre hadith qui m'aide énormément moi, c'est celui-là. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et dans chacun d'eux, il y a du bien. Veille à ce qui t'est utile, sollicite l'aide d'Allah et ne capitule pas. S'il t'arrive quelque chose, ne dis pas si seulement j'avais agi de telle manière, il y aurait eu ceci ou cela. Dis plutôt ceci est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut, car si ouvre la porte à l'œuvre du diable. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la partie le croyant fort est plus aimé d'Allah. Comment peut-on être fort si on est physiquement en surpoids ou en très très sous-poids, c'est valable aussi, mais très fatigué, on ne va pas arriver à se lever pour la prière, on n'arrivera pas à faire peut-être des actes de charité, aider quelqu'un, on est nous-mêmes à bout de force, on s'énerve sur nos enfants, on s'énerve sur les maris. On ne peut pas être un musulman fort si on ne mange pas correctement. Un autre texte qui m'a un peu interpellé, là ce n'est pas un hadith, c'est Omar ibn al-Khattab qui avait parlé à un homme qui avait un gros ventre et il lui a demandé c'est quoi ça et l'homme il lui a répondu c'est la baraka d'Allah et Omar il lui a répondu non c'est plutôt une punition d'Allah. Donc quand on a un peu trop de ventre, faut se demander qu'est-ce qui est en mon contrôle pour pouvoir changer ça. Après, je blâme pas ceux qui ont des maladies, des choses, c'est pas en leur contrôle. Au fond de nous-mêmes, soyons pas hypocrites, on sait tous ce qu'on peut changer et ce qui n'est pas de notre ressort. Et le dernier, je l'ai laissé en anglais parce que je l'ai pas, avec mon Google à moi, je n'ai pas réussi à le trouver en français. J'avais demandé à mon mari de me l'envoyer en arabe et il ne l'a pas fait. Les maris, quand on leur demande quelque chose, il faut toujours comme les gamins, il faut répéter plein de fois, c'est vrai que j'ai oublié de le relancer. Et alors, en gros, la traduction, c'est qu'en fait, un jour, le prophète sallam, il a rencontré un homme qui avait du ventre et il lui a dit, si tu n'avais pas punch, donc cette graisse autour du ventre, ce serait meilleur pour toi. Trop manger ne va pas avec la bonne santé. Donc, encore une fois, on tombe dans l'excès de trop manger et c'est le prophète sallam lui-même qui nous dit de ne pas trop manger. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est ce qu'on fait. On mange beaucoup trop. Alors, je voulais parler quand on jeûne, les 3 différentes phases de jeûne, en particulier quand on jeûne sur des longues périodes, comme par exemple le ramadan. La première journée, en fait, l'organisme, il métabolise de façon habituelle en utilisant le glucose, donc directement disponible dans le sang,
où il est stocké aussi sous forme de glycogène dans le foie, comme il l'utilise comme énergie en fait. Ensuite, de 24 heures à 5 jours, ce qui se passe, c'est que le glucose et le glycogène sont épuisés, et donc le corps et le cerveau vont aller puiser dans les réserves de graisse, mais aussi de protéines, donc les muscles, pour former du glucose. Les acides gras du tissu adipeux sont aussi mis à disposition. Et après, au bout de 5 jours, ce qui va se passer, c'est que pour pas que le corps aille sans arrêt chercher dans les protéines dans les muscles, le foie et le rein commencent à produire des corps cétoniques, donc c'est ça que le régime keto essaye d'atteindre justement, des molécules de substitution. En fait, les corps cétoniques, c'est des molécules de substitution qui sont utilisées par le cerveau en lieu et en place du glucose. Donc, on atteint cet état-là quand on réduit énormément les féculents, déjà naturellement, et aussi quand on jeûne. Et c'est pour ça que les gens qui font ce régime keto, en fait, remplacent quasiment tous leurs féculents par beaucoup de gras. Donc, ça peut marcher en partie, mais ça a une conséquence, c'est que souvent, ça déclenche le cholestérol chez beaucoup de personnes. Et jeûner n'est pas vraiment adapté à tout le monde non plus, on va le voir. Il y a beaucoup de bienfaits dans le jeûne. Donc, les bienfaits du jeûne, c'est, alors déjà sur les poumons, ça élimine les toxines, ça purifie l'estomac, ça détoxifie le foie et ça brûle les graisses, ça réduit la production de sébum, parce que quand on mange moins de cochonneries, automatiquement, on a une meilleure peau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo de mon fils, mais il y a quand même une grosse différence sur son état de peau. Ça stimule la sécrétion des hormones à effet rajeunissant, donc au niveau du cerveau. Ça améliore l'immunité et diminue le risque de maladies cardiovasculaires et ça augmente le processus de dialyse. Donc oui, le jeûne a beaucoup de bienfaits. Par contre, moi, ce que je voulais aussi dire quand je l'ai appelé danger, c'était parce que le jeûne n'est pas adapté à tout le monde, dans le sens où quand on reste longtemps sans manger, ça crée un stress sur le corps. Et tout le monde n'encaisse pas ce stress facilement. En fait, le jeûne, pour quelqu'un qui n'aime pas forcément manger, je ne sais pas comment il y en a qui n'aiment pas manger, j'entends des fois des femmes qui me disent « Ah, si on pouvait me donner une pilule à la place d'un repas, je serais content. » Ah ben non, moi, ça me rendrait quand même malheureuse. Mais il y en a des comme ça, donc eux, ça ne les dérange pas d'avoir que 1-2 repas par jour et donc de jeûner le reste du temps. La plupart des gens, si quand vous ne mangez pas, vous êtes frustrés, le jeûne, c'est peut-être pas pour vous. Parce que quand on est frustré, on sécrète beaucoup de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et cette hormone fait vieillir les organes très, très vite. Alors oui, le jeûne physiquement, en fait, rajeunit dans le sens où quand on jeûne, le corps va aller, et pour économiser l'énergie, en fait, le corps, il se débarrasse des cellules qui étaient abîmées. C'est pour ça qu'effectivement, on rajeunit. Mais d'un autre côté aussi, quand on jeûne et qu'on est frustré par le fait de jeûner, on stresse. Et les gens qui n'ont pas des apports réguliers, certaines personnes le vivent très, très mal. Et quand elles le vivent mal, et ben, encore une fois, le corps, en fait, nous attend au tournant. Si vous regardez, par exemple, les enfants au Yémen, malheureusement, ils jeûnent quasiment tout le temps, mais ils ont des énormes ventres. Pourquoi? C'est parce que justement, ils restent trop longtemps sans manger. Et quand on reste trop longtemps sans manger, en fait, le corps, il se dit, ah oui, elle ne me donne pas à manger. Donc, dès qu'elle va me donner, eh ben, je vais multiplier ça. Parce qu'en fait, le corps ne sait pas fabriquer la graisse, mais il sait la multiplier. Et comme il nous fait pas confiance, eh ben, il va multiplier cette graisse pour justement préparer les 2 ou 3 prochains jours de peut-être jeûne. Moi, j'ai une anecdote à ce niveau-là. Quand j'étais adolescente, j'avais une amie qui était très, très, très anorexique. Elle se prenait un yaourt le matin, la salade à midi quand il y en avait. Donc, je mangeais toujours avec elle à la cantine. Comme ça, j'avais 2 repas. Et elle se prenait une pomme le soir. Donc, ça, c'était sa routine de quasiment tous les jours. Elle avait la balance qui mesurait aux 100 grammes près. Donc, j'ai 47 ans cette année. À mon époque, il y avait très, très peu de balance digitale avec les chiffres. Hein, c'était l'aiguille, normalement. Elle était tellement à fond là-dedans qu'elle avait ce genre de balance. Et elle se pesait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, elle était mince, mais elle n'était même pas maigre. Elle était mince. Mais en plus d'être mince, le problème, c'est qu'elle avait les os, elle avait toujours quelque chose cassé. Le nez, le doigt, le bras. Elle était toujours en train de se casser quelque chose. Et bien sûr, à force de manger comme ça, de temps en temps, elle avait des accidents, des écarts. Et ça lui arrivait de temps en temps de manger un carreau de chocolat. Et moi, je croyais qu'elle me mentait quand elle m'a raconté qu'un jour, elle a pris un carreau de chocolat et qu'elle a pris 2 kilos. J'en avais parlé avec mon docteur et mon docteur m'a dit non, 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 elle ne te ment pas. En fait, ce qui se passe, c'est que son corps est tellement en carence que quand il a vu ce carreau de chocolat, il s'est dit, oh, bah, tiens, pour une fois qu'on a quand même un peu de graisse, venez, on va multiplier. Et ben du coup, c'est un peu comme si elle s'était bu une bouteille de 2 litres d'huile, donc d'où les 2 kilos. Oui, elle avait bien pris 2 kilos de graisse à cause d'un carreau de chocolat.
Alors qu'après, il m'a dit, si toi, tu devais boire 1 litre d'huile, bon, tu serais un peu nauséeuse, mais ton corps va se demander pourquoi tu manges tout ça, tu n'en as pas vraiment besoin, petit à petit, il va l'éliminer. Eh bien, elle, il ne l'élimine pas et il stocke tout. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le jeûne. Après, en fait, quand on ne jeûne pas, à quoi ressemble un repas équilibré? C'est ça. Il faut avoir ce schéma dans la tête. Il faut avoir absolument au moins la moitié de l'assiette de légumes. Ça, c'est très important pour avoir les vitamines et les minéraux. Ce n'est pas forcément pour les calories, parce que les légumes ne nous en apportent pas énormément, mais c'est pour toutes les vitamines et les minéraux, et c'est ce qui fait que le corps va vraiment bien fonctionner. Plein de légumes, crus, cuits, les deux, n'importe. Voilà. Il faut toujours faire attention de préférer les légumes qui ont beaucoup d'eau et non pas des légumes avec beaucoup d'amidon, parce que les légumes qui ont beaucoup d'amidon, cet amidon, qui est du glucide en fait, sera stocké sous forme de graisse si on ne l'utilise pas. Après, en gros, on a la moitié de l'assiette. L'autre moitié, c'est une grosse partie de protéines et des féculents. Et c'est là qu'il faut faire attention. La partie de protéines, il ne faut absolument pas la sauter parce que c'est ce qui nourrit les muscles. La différence entre les muscles et le gras, c'est que vos muscles, si vous ne les entretenez pas, ils partent. Ils sont bien élevés. Par contre, votre graisse, si vous voulez qu'elle parte, il va falloir la chasser. Et donc, les muscles, si vous ne les nourrissez pas, ils partent. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, sur la balance, vous pourrez peut-être être content de vous dire « Oh, tiens, j'ai perdu du poids ». Et j'en vois beaucoup comme ça, hein, parce que moi, j'ai une balance qui me dit combien on a de graisse, d'eau, de muscles, etc. Et je vois beaucoup de gens qui perdent du poids et qui sont contents, mais en fait, ils augmentent en graisse viscérale. Mais en fait, ce qu'ils ont perdu, c'est leur eau et leurs muscles. Et le problème de perdre de l'eau et du muscle, c'est que déjà, on est plus fatigué, parce qu'on est moins costaud pour porter tout ça. Et on a beaucoup plus de fringales parce quand on est plus fatigué, le corps il envoie les messages de fatigue qu'on interprète par envie de sucre, etc. En fait, ce n'est pas des envies de sucre, c'est que le corps il est très fatigué. Parfois, assoiffé. Donc, quand vous avez des fringales, 2 astuces. Premièrement, buvez de l'eau, des fois ça suffit. Deuxième chose, prenez des protéines, parce que souvent c'est un manque de protéines. Et si vraiment vous avez toujours faim, vous pouvez peut-être manger après. Mais les fringales vont vraiment se calmer comme ça. Et l'avantage des protéines par rapport aux féculents, c'est que les protéines, même si vous en mangez un peu trop, votre corps il ne sait pas vraiment les stocker. Donc, il va les éliminer. Par contre, vous allez manger trop de pâtes ou de riz, eh ben, le corps va transformer tout ça en graisse, en particulier au niveau du ventre. Il va tout stocker. Avoir un produit laitier en plus, ça peut être pas mal pour avoir un peu plus de calcium et encore un peu plus de protéines, et des fruits pour encore un peu plus de fibres et de vitamines. Et le fruit, c'est toujours mieux de le manger soit entre les repas, soit avant le repas, mais toujours mieux à jeun, parce que c'est là qu'il est le mieux digéré, parce qu'en fin de repas, par contre, comme on est déjà plein et quand on mange, les enzymes qui sont dans le fruit vont un peu fermenter, un petit peu comme quand ils font de l'alcool, les vins et les boissons, les liqueurs, choses comme ça, et c'est pour ça qu'on a des fois des remontées acides après avoir mangé les fruits en fin de repas. Donc, en début de repas, c'est bien mieux. Donc ça, c'est ce à quoi devrait ressembler absolument tous nos repas, nos 3 repas par jour. Alors, avant que je passe à la suite, est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être démuter tout le monde. Alors, comment je fais ça? Voilà, je dois pouvoir les démuter. Voilà, vous avez la possibilité de vous démuter si besoin ou de lever la main si vous avez la moindre question. Sinon, je vais continuer sur la partie Ramadan. Et vous pouvez aussi m'envoyer toutes vos questions après si elles sont un peu plus personnelles, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler effectivement maintenant du jeûne auquel on ne pourra pas échapper, qui est le Ramadan. Alors, je vous raconterai un petit peu mon histoire après. Quand on jeûne, qu'est-ce qu'on peut manger? Je vais essayer de bouger ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, pour le repas déjà de rupture du jeûne, le ftour, il est conseillé de consommer donc une dose suffisante de glucides. Encore une fois, je ne suis pas du tout une fan du régime keto. On a besoin de féculents pour apporter de l'énergie à son corps après une journée de jeûne et éviter l'hypoglycémie, justement. Attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, qui est d'avoir un repas hyper glucidique, ce qui est malheureusement le cas qu'on a souvent, car comme le corps n'a pas consommé d'aliments toute la journée, c'est ce que je disais avant, en fait, le corps il vous attend au tournant. Et du coup, il aura tendance à stocker cet apport glucidique sous forme de graisse. Ce que je n'ai pas dit avant, c'est qu'en fait,
un des effets du jeûne sur le corps, c'est que le jeûne permet aux cellules de s'ouvrir complètement. Et en fait, quand on jeûne, on absorbe énormément plus. En temps normal, comme les tuyaux ne sont pas très, très propres, quand vous mangez, je ne sais pas moi, un hamburger par exemple, en fait, il y en a la moitié qui est mise à la poubelle et la moitié qui va être utilisée par le corps. Que ce soit voilà, de la malbouffe ou que ce soit de la bonne bouffe, dans tous les cas, c'est un peu ça. Il y en a la moitié qui va être pas utilisée. Mais quand vous jeûnez, comme le corps il se purifie et que du coup, là, maintenant les tuyaux sont tout propres, eh ben, vous allez absorber beaucoup plus. Et comme vous absorbez beaucoup plus, eh ben, si c'est des mauvaises choses, vous allez en absorber beaucoup plus aussi. Et c'est un petit peu pour ça que beaucoup de gens prennent du poids pendant le ramadan. Et ça permettra aussi d'éviter les fringales et les coups de pompe. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier d'autres nutriments, tout ce qui est fruits, légumes et les protéines. Aussi, il faut éviter les produits transformés ou riches en sucre raffiné, comme les gâteaux, les chips, les plats préparés qui favorisent les fringales et qui n'aident pas l'organisme à tenir toute la journée. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le corps, comme il absorbe beaucoup plus après avoir jeûné, tous ces produits transformés ont énormément de conservateurs, de sel, de produits chimiques, et ben, du coup, le corps va en absorber plus pendant qu'on jeûne. Et ce n'est pas du tout le but. Et tous ces produits ajoutés, surtout dans les plats préparés, les conservateurs, les colorants, les produits chimiques. Le problème de ces produits-là, c'est que ça dérègle énormément les systèmes hormonaux. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui des hormones, mais dans mon coaching, en fait, au début, je coachais les gens seulement sur leur côté nourriture et je me suis rendu compte que les femmes ont de gros problèmes avec leurs hormones, donc j'ai ajouté un volet hormones et c'est une des principales causes de déséquilibre hormonal, en fait. Tous ces produits chimiques qui rajoutent dans la nourriture pour donner du goût, de la couleur, de la texture, etc. Alors, un repas de rupture jeûne sain, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc, une soupe ou un bouillon de légumes pour réhydrater en priorité l'organisme après une journée de jeûne et apporter une satiété ainsi que des minéraux en début de repas. Une portion de protéines animales ou végétales, comme par exemple 80 g de viande ou de poisson, 2 œufs, 200 g de lentilles cuites ou du tofu, ce que vous voulez. Une portion de céréales complète. Alors attention, par contre, la portion de céréales complète, il faudra la réduire si ce que vous avez mangé comme protéines, c'était des lentilles ou des pois chiches ou déjà des légumineuses, c'est déjà très riche en glucides. Il va falloir réduire du coup les féculents derrière. Donc, par exemple, 100-150 g de riz complet, cuit, 200 g de pâtes complètes cuites. Le fait de prendre des glucides complètes qui sont riches en fibres va réguler l'absorption des glucides. Et par ailleurs, elles sont plus rassasiantes et ont un index glycémique plus bas que les céréales blanches. Le corps pourra utiliser cet apport de glucides complètes comme une source d'énergie continue pour la journée qui va suivre. Et c'est vrai que tous les féculents blancs, dès que vous les mangez, tout de suite, si vous avez la machine qui vous dit là, votre taux de sucre, etc., ça grimpe tout de suite. C'est un peu comme avaler un morceau de sucre, directement. Alors que les céréales complètes, ça va lâcher son énergie beaucoup plus doucement et ça permet de moins aller taper dans tout ce qui est système de la sécrétion d'insuline, etc. Un laitage, donc un yaourt par exemple, parce que ça va contenir du tryptophane, c'est un acide aminé qui va favoriser le sommeil. Pourquoi on donne un biberon de lait au bébé avant d'aller dormir? Voilà. Un fruit frais, comme par exemple une pomme, 2 pêches, 2 tranches de melon ou d'ananas, une poignée de fruits secs, abricots, dattes et ce genre de choses. Après la collation de soirée, donc 2-3 heures après ce premier repas, on peut effectivement envisager d'avoir une collation, surtout si le repas de rupture il était un peu tôt, on peut se permettre effectivement de remanger encore un petit peu. Et celle-ci, ça va se composer principalement d'une boisson, donc tisane. Ils ont dit café ou thé, attention à ceux qui sont sensibles à la caféine, c'est pas tout le monde qui peut prendre ça, et de l'eau à volonté, d'un produit laitier et d'un fruit. Le deuxième repas, donc celui avant le lever du soleil, le suhoor, c'est pas évident à faire en été car ça nécessite de se lever très tôt, mais je conseille de ne pas sauter le repas avant le lever du soleil, en plus on sait qu'il y a une baraka dedans, c'est-à-dire le repas du matin. Pour ce repas, il est recommandé de consommer des aliments salés,
car le sel permet à l'organisme de retenir l'eau, c'est le principe de la rétention d'eau. Lorsqu'on a une alimentation trop riche en sel, l'eau s'accumule dans les tissus qui vont attirer et retenir l'eau, ce qui va permettre au corps de rester hydraté dans la journée. Moi, l'autre jour, c'est ce qui m'arrive rarement de jeûner en dehors du ramadan, soyons honnêtes. J'avais décidé de faire les 3 jours blancs, mais je n'avais pas beaucoup bu. Et ben, juste le fait de marcher un peu dans la journée, j'ai eu des points de côté, en fait, alors que j'en avais pas eu depuis des années. Attention par contre pour les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes âgées ou fragiles ou les patients souffrant de maladies nécessitant un traitement médicamenteux. En général, ces personnes-là, elles sont exemptées de faire le ramadan. Alors, quelques conseils généraux. Négligez absolument pas l'importance des protéines, j'en ai déjà parlé. Les gens qui me connaissent, ils me disent toujours je les saoule avec les protéines, mais c'est quasiment la clé de tous les problèmes ou les solutions, selon de quel côté on veut se placer. Alors, pour le petit-déj, on vous conseille de consommer une source de protéines comme de la viande ou du poisson gras, des œufs au plat, des protéines végétales, par exemple. Ce repas, il doit vous permettre de tenir toute la journée. Donc, il ne faut pas négliger les protéines qui vous donneront de la force et de l'énergie. Les protéines sont aussi à l'origine de la sensation de satiété qui va durer plus longtemps, que l'on ressent après un repas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez des enfants en bas âge, à partir du moment où on introduit les viandes, ils restent beaucoup plus longtemps sans manger. Parce que c'est beaucoup plus long à être cassé et digéré par le ventre. Elles remplissent en fait ce rôle avec les fibres alimentaires présentes dans les végétaux, les légumes, les céréales, les fruits et les légumineuses. Et les fibres, ça permet aussi de réduire la charge glycémique des repas. On en a parlé un petit peu avant, mais avoir beaucoup de fibres, ça va vraiment aider au corps à évacuer et à ne pas tomber après plus tard dans le diabète. Pensez beaucoup aux glucides complexes. Ne négligez pas les glucides complexes, aussi appelés sucres lents, comme, alors, il y a la semoule, l'orge, les vermicelles ou ce genre de choses. Ils sont trop souvent, malheureusement, remplacés par des sucres rapides, les gâteaux, les pâtisseries, les sodas. Et pourtant, pour tenir le coup durant toute la journée, les sucres lents sont ceux qu'il faut privilégier. Ils se libèrent lentement dans l'organisme, ils prolongent la durée de la satiété. Et pour cela, pensez à consommer des céréales complètes ou intégrales. Il y a l'avoine aussi qui est très, très bien pour rester calé plus longtemps. Ne négligez aucune famille d'aliments. Équilibrez toujours vos repas en veillant à apporter des aliments de tous les groupes alimentaires, féculents, fruits, légumes, viande, poissons ou œufs, produits laitiers, etc. C'est bien d'avoir un mix un peu de tout, de différentes sortes. De plus, pensez à privilégier les plats qui vous permettent de manger toujours un peu plus de légumes. Une astuce aussi pour manger plus de légumes facilement, c'est, quel que soit le repas du soir ou le repas, avoir une salade sur le côté. Quand je dis salade, c'est le salade composée, tomate, concombre, radis, betterave, etc. Si vous avez ça en plus de votre repas, vous êtes quasiment sûr d'avoir tout ce qu'il faut au point de vue vitamines et minéraux pour la journée. Modérer les sucres rapides et les pâtisseries. Alors, certains aliments sont à consommer avec plus de modération, comme les pâtisseries orientales, semen, sponge, etc. Les biscuits, les œufs et les gines excessives, les viennoiseries. Alors, moi, je suis une grosse gourmande, mais pendant mon ramadan, c'est la période où vraiment je fais très attention parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y en a pas la moitié qui part à la poubelle. Donc, je fais beaucoup, beaucoup plus attention. Manger dans de bonnes conditions, en étant assis, à table, en prenant votre temps, mastiquez bien et évitez de manger devant la télé ou un ordinateur. Profitez du repas tout simplement. Pourquoi c'est si important? C'est parce qu'en fait, si vous faites autre chose en même temps, votre cerveau n'a même pas fait attention que vous étiez en train de manger. Combien de fois ça vous est arrivé que vous aviez des biscuits ou du chocolat sur la table, vous faites autre chose, vous vous retournez pour le manger et en fait, il n'est plus là. Parce qu'en fait, vous l'avez mangé, vous avez oublié. Et ça, c'est une autre astuce que je donne aux gens pour quand ils ont des fringales ou des choses comme ça. En fait, les fringales et les envies, ça vient du cerveau, ça ne vient pas de l'estomac. Le cerveau, il ne compte pas en quantité, il compte en temps. En fait, quand le cerveau il a besoin de chips, il aura besoin de chips pendant 10-15 minutes. Que vous en mangiez 2 et vous preniez 15 minutes pour les manger ou que vous en mangiez 3 kilos, pour lui, ça ne fait pas la différence. Donc, moi, j'ai souvent dans mes clientes les femmes qui ont des problèmes avec le chocolat. Moi, je suis une grosse amatrice de chocolat aussi. Comment on fait? En fait, quand on a des envies de chocolat, déjà, moi, je conseille souvent aux gens déjà de manger quelque chose d'abord avec des protéines, parce qu'en fait, on a peut-être faim d'abord, et puis le corps, il est peut-être fatigué. Mais surtout, de s'asseoir et d'en profiter, et de ne pas avaler la tablette sans la regarder, parce que sinon, le corps, de toute façon, le cerveau, il ne l'a pas vu, il va vous en redemander encore tout de suite après.
Et j'avais même donné le conseil à une de mes clientes de prendre plutôt qu'une tablette de chocolat ou des carrés de chocolat, de prendre les pépites de chocolat qu'on met pour décorer les gâteaux, de s'en prendre 5 ou 7 devant la télé ou avec un magazine ou n'importe quoi, mais vraiment, quand je dis devant la télé, ça veut dire vraiment se poser et être conscient de ce qu'on va mettre dans sa bouche et de prendre une chips, enfin ça s'appelle chips en anglais, une pépite de chocolat, de la mettre sur la langue, de la laisser fondre et de laisser de vraiment prendre le temps de laisser fondre ce chocolat et que le cerveau, il a bien le temps de le voir passer. Et j'ai eu un retour surprenant d'une de mes clientes qui me disait « Oh, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais comme je savais que j'avais une grosse envie, j'en ai pas pris que 5, j'en ai pris 7. Mais de toute façon, même 7 pépites de chocolat, ça c'est pas ce qui va nous faire grossir. » Elle m'a dit « Quand j'ai fait ça, en fait, au bout de la 5e, j'en avais marre. J'avais même pas envie de manger les 2 autres. » Elle m'a dit « Si on m'avait dit un jour, je vais reposer les 2 trucs dans le paquet, je n'y aurais pas cru. » Et c'est pourtant ce qui est arrivé. Donc, prenez vraiment le temps de satisfaire votre cerveau. Pensez bien comme il faut à vous hydrater suffisamment. L'hydratation doit être suffisante et régulière sur cette période. Donc, l'eau à volonté, les tisanes, ça compte comme de l'eau aussi. Par contre, le thé et le café, faites attention parce que ça a tendance à sucer beaucoup d'eau à l'extérieur du corps, donc à limiter quand même. Et encore plus importante, si vous pratiquez le ramadan dans un pays chaud. Hydratez-vous tout au long de la soirée par petites prises régulières afin de ne pas encombrer votre estomac par de trop grandes quantités de liquide. Évitez les boissons gazeuses, elles provoquent des flatulences, des inconforts digestifs et elles remplissent l'estomac d'air et elles peuvent aussi couper l'appétit. Après, les erreurs qu'on fait le plus souvent, c'est manger trop de sucre, ça on le voit dans toutes les cultures. L'erreur la plus souvent commise dans le ramadan, c'est celle qui consiste à consommer beaucoup de produits sucrés hyper caloriques, comme les flans, les glaces, les gâteaux traditionnels au miel, etc. Beaucoup pensent qu'en mangeant très sucré, ils disposent d'une énergie durable qui les aide à résister à la faim, mais en fait, c'est tout le contraire qui va se produire. L'apport conséquent de produits sucrés stimule davantage la sécrétion d'insuline. Donc ça, l'insuline, c'est l'hormone qui va réguler le taux de sucre dans le sang. Et ça va favoriser le stockage des graisses. Avec une glycémie, donc un taux de sucre dans le sang trop haut, vous vous retrouvez ensuite dans un état d'hypoglycémie réactionnelle, parce qu'automatiquement, si ça monte, ça descend. Et quand on est comme ça, c'est ce qui donne envie et besoin de manger à nouveau des produits sucrés. Et de plus, le sucre rapide, ça favorise la dépendance au goût sucré et ça crée entre autres le cercle vicieux faim-sucre. Et celui-ci, il se caractérise par l'apparition de l'envie de manger quelques heures seulement après le repas. Et pour faire durer la sensation de satiété, il faut miser sur les protéines, les fibres alimentaires et les sucres lents. Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est les grignotages incessants. Il faut éviter de grignoter continuellement tout au long de la soirée. En effet, c'est préférable de faire des vrais repas. Vos choix alimentaires seront alors beaucoup plus sains et pertinents. Les grignotages vont vous amener à consommer trop de sucre rapide et de graisse et à délaisser les micronutriments et les macronutriments qui vous sont essentiels. Composé de véritables repas, comme vous le faites habituellement le reste de la journée. Une autre astuce que je peux donner, c'est quand vous avez votre repas devant vous, allez taper dans la protéine d'abord, et oui, toujours elle. Premièrement, la protéine, ensuite les fruits, les légumes, et ensuite, compléter avec le féculent, pas le contraire. Parce que si vous commencez par le féculent, vous allez pouvoir manger beaucoup de féculents, vous n'allez plus avoir faim pour le poisson, par exemple. En fait, c'est ce dont le corps a le plus besoin. Une autre erreur, c'est d'essayer de perdre du poids pendant le ramadan. Ah oui, j'ai du poids, mais de toute façon, le ramadan va arriver, je vais pouvoir perdre. C'est une très grosse erreur, parce que pendant le ramadan, c'est soit on grossit, soit on perd, mais on reprend le double après, parce que ce n'est pas un régime, ce n'est pas un bon régime, le ramadan ou le jeûne. Plusieurs études scientifiques ont souligné que la majorité des musulmans prennent du poids pendant le ramadan, et donc stabiliser, c'est déjà une grosse réussite. N'essayez pas de perdre du poids au cours de cette période, au risque de priver votre organisme de calories et de nombreux nutriments essentiels. Si vous êtes régulier et que vous donnez à votre corps tout ce dont il a besoin, s'il y a des graisses en trop dans votre corps, il va faire son travail, il va l'évacuer. Donc, donnez-lui ses besoins et il vous le rendra. Le meilleur objectif à se fixer, c'est de composer des repas équilibrés pour vivre au mieux le jeûne et apporter à son corps tous les éléments qui lui sont essentiels pour fonctionner de façon optimale. Alors, on va parler de choses qu'on mange et qu'on voit souvent pendant le ramadan. Donc, il y a la harira ou la shorba, un petit peu plutôt pour les Algériens.
Donc, harira, c'est une soupe qui est à base de glucides complexes, donc soit de vermicelle, farine, légumes secs, pois chiches, lentilles, etc. De plus, la coriandre et le citron pressé sont une source de vitamine C à pas négliger sur cette période. Donc, vous pouvez profiter effectivement du ramadan pour consommer les soupes comme ça, c'est une bonne chose. En plus, on a parlé plutôt de pourquoi commencer avec du liquide. Les dates. Donc, habituellement consommées au ftour, les dattes constituent une source intéressante de minéraux, magnésium, potassium, calcium, etc., et de fibres alimentaires. Toutefois, prenez en équivalence. Attention, parce que quand même, elles sont assez sucrées, et on estime que 2 dattes, ça équivaut à un fruit frais. Les féculents. Les féculents habituellement consommés, pâtes, riz, etc., peuvent être remplacés pendant le ramadan par de la semoule, de l'orge, des vermicelles, du boulgour. L'orge et le boulgour ont un index glycémique bas, et donc c'est à favoriser. Et ainsi, les aliments à index glycémique faible libèrent progressivement et modérément l'énergie dans le corps. Donc ça évite les pics d'insuline et les coups de barre que provoquent les sucres rapides. Le pain. Le pain, il doit garder toute sa place pendant ce mois, mais c'est préférable de le choisir complet ou intégral pour limiter les problèmes de constipation. Surtout que dans la journée, vous ne pourrez pas boire pour évacuer, donc attention. Le pain peut aussi être remplacé si besoin par de la harsha ou les bahir plusieurs fois dans la semaine. Donc tout ce qui est smsen, sponge, etc., donc les feuilletés, les choses baignées, etc., sont beaucoup plus gras. Il faudra donc les éviter, éviter de les consommer avec excès. Donc les œufs légumineux, tout ce qui est fruits à coque, hein, cacahuètes, pistaches, amandes, noisettes, etc., sont de très bonnes sources de nutriments et sont bénéfiques pour la santé à de nombreux niveaux. Toutefois, il faut limiter votre consommation à une petite poignée par jour parce qu'ils sont très riches en graisse, certes de bonne qualité, c'est des acides gras insaturés, mais qui dit graisse dit calories. Et ils sont souvent grignotés pendant le ramadan. Une autre astuce avec les fruits à coque, prenez pas le paquet en pensant que vous allez en prendre que quelques-uns. Prenez les quelques-uns dans votre main, posez le paquet et ensuite partez les manger parce que sinon, quand vous commencez dans le paquet, on le finit le paquet. Et juste pour information, un petit paquet comme ça de 100 grammes de noix ou de noisettes, etc., c'est 600 calories. Donc, ça fait exploser le budget calories de la journée. Les viennoiseries, croissants, pain au chocolat, ce genre de choses, c'est très riche en sucre, très riche en graisse. Exceptionnellement, ça peut remplacer un morceau de pain beurré, mais ça doit vraiment rester exceptionnel parce que ces viennoiseries, en fait, elles n'ont pas du tout le même apport en fibres que le pain et vous n'obtiendrez pas du tout la même satiété pour tenir le reste de la journée. Les boissons. L'eau est la seule boisson qui est indispensable à notre organisme et c'est la meilleure pour nous hydrater durablement. On va également s'hydrater avec de la soupe, de la tisane, le thé ou le café. Les sodas et les boissons gazeuses sont à éviter à cause du sucre et des bulles qu'ils contiennent. Ils s'ajoutent aux désordres intestinaux, ballonnements, gaz, ce genre de choses. Et c'est très fréquent qu'on ait ça pendant le ramadan. Les pâtisseries orientales. Alors ça, quand c'est le ramadan, on voit bien tous les devantures de magasins. Donc ça procure du plaisir pour les papilles, mais c'est des véritables bombes caloriques en sucre et en graisse. Un makrout, par exemple, c'est 4 morceaux de sucre. Une zlabia, c'est 17 morceaux de sucre, en plus de l'huile. Hein. Donc, limiter les sucreries pour ne pas souffrir des pics d'insuline et des coups de barre en pleine journée. Et le risque d'hypoglycémie est aussi bien présent avec ce genre de choses. Les briques. De manière générale, pour conserver une alimentation saine et équilibrée, on dit toujours qu'il faut éviter les fritures. Pour avoir des briques beaucoup moins grasses, mais tout aussi bonnes, ce que vous pouvez faire, c'est les passer au four, soit avec les sprays, là, ça existe maintenant les sprays d'huile où il y a 1 calorie par pchit, ou alors un petit peu au pinceau, et quand vous les faites cuire, vous les retournez à mi-cuisson, et en fait, ça a le même effet que si c'était cuit dans l'huile. Je vous avais dit que j'allais vous raconter mon histoire avec le ramadan. Donc moi, je me suis convertie en 1995 et de 1995 à 2018, l'année où j'ai commencé à me remettre en forme avec mon fils, que Dieu me pardonne, mais je détestais le ramadan. Je ne comprenais pas les sœurs qui disaient et tout excitées que le ramadan commence, je ne comprenais pas leur excitation parce que alors moi, je me comportais, j'étais comme les fumeurs en fait. Les fumeurs en période de ramadan, ils sont sur les nerfs. Mais moi, j'étais
limite pire qu'eux, en fait. Fallait vraiment pas m'embêter. Voilà, une bombe à retardement, je vais m'énerver très vite. Et ça a duré comme ça jusqu'à 2018. 2018, comme j'ai appris à remanger, donc avec l'assiette que je vous ai montrée, etc., j'ai commencé mon programme, je crois, 2-3 mois avant le ramadan. J'appréhendais quand même le ramadan. C'est la première année où j'allais au tarawih tous les soirs, sans m'appuyer sur la dame d'à côté. Pas de fatigue, pas de coup de pompe dans la journée. Sur mes 4 derniers ramadans, j'ai dû faire 3 siestes, 4 siestes peut-être, mais pas, voilà, j'étais pas exécrable dans la journée. Pas de coup de pompe, et en plus le temps économisé, un temps économisé pour la vaisselle, le repas, les grignotages, etc. Puis ça, donc le temps de faire vraiment beaucoup de choses, et ça a fait une grosse différence dans ma vie, le avant, après, et me remettre en forme. Ça, c'est un petit peu ce que je fais pendant mon ramadan. Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais boire de l'eau tiède. Alors moi, j'aime bien prendre de l'eau tiède avec mes fibres, mon gingembre et mon thé qui brûle un petit peu les graisses. Parfois, je rajoute du curcuma. L'aloe vera. Je voulais parler de l'aloe vera parce que beaucoup de gens pensent que l'aloe vera fait maigrir, mais en fait, l'aloe vera, même quelqu'un qui est en très gros sous-poids pourrait en prendre. Parce que l'aloe vera par lui-même ne fait pas maigrir. Au contraire, quelqu'un qui est en sous-poids pourrait le prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aloe vera, ça a le pouvoir de nettoyer tous les tuyaux. Mais ce qui se passe, c'est que comme je disais tout à l'heure, quand les tuyaux sont sales, la moitié de notre nourriture part à la poubelle. Quand on nettoie les tuyaux, du coup, on absorbe beaucoup mieux. Et quand on a nettoyé tous les tuyaux, la personne qui se mangeait 2-3 hamburgers, par exemple, va en manger plus qu'un et être aussi rassasiée. Donc, automatiquement, si elle mange moins de ces cochonneries, elle perd du poids, mais elle associe, oh tiens, j'ai pris de l'aloe, je perds du poids. Mais en fait, non, ce n'est pas l'aloe qui a fait perdre le poids, c'est le fait de manger moins derrière. Ce qui constitue mon petit-déj, c'est mon shake. Mon shake protéiné, en fait, dans mon shake, dedans, j'ai l'équivalent des protéines de 3 œufs, j'ai plus de fer que si j'avais mangé un gros bol de haricots blancs. Je manque plus de rien. Et c'est pour ça que je n'ai plus de coup de pompe après le reste de la journée. Donc, j'ai mon shake. Je rajoute même des protéines avec. Maintenant, ça me fait même l'équivalent de 4 œufs à peu près. Mon thé qui brûle les graisses dont je vous parlais. J'essaie de toujours me lever un petit peu avant la prière, mais bien avant, pas 5 minutes avant où je vais engloutir mon shake en 5 minutes et du coup, j'ai plus le temps de boire. Je me lève bien avant pour vraiment avoir le temps de grignoter quelques amandes, petites choses comme ça. Des fois même le temps de préparer mon shake d'une autre manière. Je le fais sous forme de gaufre et je le trempe dans, si je sais que ce jour-là, je vais être occupée et que j'ai envie de café, je vais le tremper dans un café, peut-être avec, etc. Et de ne pas être stressée par j'ai pas beaucoup de temps pour manger, pour pas commencer ma journée stressée. Mon repas pour couper le jeûne, en fait, comment je fais quand je casse mon jeûne? Bien sûr, c'est les dates d'abord. Après, je prends un petit peu d'eau et encore une fois, je vais me prendre un shake. Alors, selon les jours, ce sera soit la moitié d'un shake, soit un shake normal. Tout dépend comment l'appétit que je sens. Et je le prends tout de suite avant de faire la prière. En fait, tout est prêt avant de prier. Pourquoi je fais ça? Parce que, comme je disais, les cellules, elles s'ouvrent et elles attendent. Elles vont tout absorber ce qu'on va manger tout de suite à la rupture. Donc, si tout de suite à la rupture, vous mangez une brique cuite dans l'huile, vous allez absorber absolument toute l'huile qui était dans votre brique. Et donc, je me dis, tiens, si je vais absorber tout, autant que j'absorbe les vitamines et les minéraux de mon shake au lieu d'absorber n'importe quoi. Donc, c'est par ça que je commence. Et ensuite, alors, le slide que j'ai mis, ça dit après le tarawih. Moi, ça dépend des fois. Parfois, c'est avant d'aller au tarawih. Si je vois que j'ai un peu du temps et que c'est déjà prêt, je vais manger avant d'aller au tarawih. Mais dans ce cas-là, je vais manger que, il n'y aura absolument pas de féculents dans ce repas. Il n'y aura que ma partie protéines et plein de légumes pour pas être fatigué pendant tarawih justement, ou si j'étais un peu prise et que j'ai fait d'autres choses, du coup ce sera quand je rentre de tarawih que je vais manger ce repas, et bien sûr avec plein d'eau. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je vous laisse soit lever la main, soit vous démuter. Et j'espère que tout était clair. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement pour que les questions ne soient pas enregistrées dans la vidéo. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, stop.